À la grande visite cette semaine, un monument national. Notre Clémence. En 75, on se rappelle, c'était l'A de la F. Et on a l'impression qu'en 89, Clémence, ce sera l'A de la M. Oui, M pour ménopause. Mais avez-vous remarqué comme c'est... tout le monde parle de ça dans le moment, hein, c'est très hot. Vous avez lancé le départ? C'est chaud, quoi, la ménopause, ça va de pair. Quand Clémence a la ménopause, tout le monde a la On ménopause. dirait, hey, c'est contagieux. Et comme pour tout monument national, on doit avoir un hagiographe ou un... Alors, il y a la biographe officielle de Clémence, qui est Hélène Pedneau. La brique, quoi. Hélène Pedneau, grande délinquante. Notre-Dame du stock. Hélène, grande délinquante, auteure dramatique, chroniqueuse, etc., etc. Hélène qui connaît, dit-elle, Clémence par cœur, comme par le cœur, et dont le chat s'appelle Grippette, comme le petit chien dans Petit pot d'eau l'adieu, et son piano qui, lui, s'appelle Gérard, comme celui qui ne savait que faire de la musique. Oui, c'est de la musique, puis de la musique. Hein, Comment ça se fait que tu m'aimes tant que ça, Hélène? Bien, écoute, je ne sais pas. Ça doit être karmique, quelque chose. Je dois connaître dans une autre vie. Je dois aviser les téléspectateurs tout de suite que Clémence a admonesté Hélène en lui disant « Ne dis pas que je suis géniale, je te l'interdis. » Dites-le donc une fois, ça sera fait. Non, mais j'ose pas, parce que je peux pas prévoir ses réactions. Mais qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai lu ce livre qui n'est pas encore accepté par l'éditeur. C'est une brique extrêmement bien faite et qui raconte votre vie depuis 30 ans. C'est époustouflant. Vous qui détestez vous rappeler de votre passé, ça a dû vous donner un choc. Oui, j'ai adoré le titre. Quel est le titre de ton premier chapitre, Hélène? Lâchez-moi avec mon passé. Lâchez-moi. C'est très simple. De toute façon, c'est à chaque fois que je l'appelais pour dire « Clémence, te souviens-tu de telle chose? Quelle année c'était? » Puis alors, c'était toujours « Je m'en rappelle pas » ou « Lâchez-moi avec mon passé » ou « Je veux rien savoir de ça »,« Je veux pas m'en souvenir ». Bon, alors, à chaque fois que j'essayais d'avoir un petit coup de main de sa part sur le plan de la mémoire, je me faisais recevoir avec des choses comme ça. Alors, c'est Clémence elle-même qui m'a dit « Tu devrais titrer un chapitre, lâchez-moi avec mon passé ». C'est ça que j'ai fait, d'ailleurs. Parce que je voulais que... Pour répondre à votre question, c'est très flatteur de voir qu'on peut écrire un gros livre comme ça. C'est rien, j'ai coupé 120 pages déjà. Et elle a coupé, puis on veut qu'elle coupe, puis ça la déchire parce qu'elle veut pas rien enlever. Vous l'avez lu, vous êtes le seul à l'avoir lu avec l'éditeur, nécessairement, et moi, et vous avez trouvé ça passionnant? Oui, j'ai trouvé ça passionnant à plus d'un point. D'une part, parce que ça permet de se rendre compte de l'immensité du travail, du boulot que vous avez accompli. À un moment donné, Hélène dit « Quand je suis nerveuse, je me mets à compter. » Je me mets à compter. Et là, vous comptez le nombre de chansons qu'elle a faites, de shows qu'elle a donnés. Mais tout n'y est pas, en plus. C'est absolument incroyable. Mais ce que j'ai aimé dans ce bouquin-là aussi, c'est que ça permet de faire, à toute fin pratique, l'histoire du Québec culturel. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet de lire, parce que les témoignages, vous les connaissiez, mais de lire une accumulation de témoignages? Je pense, par exemple, à Michel Tremblay, qui allait vous voir. Tiens, vous vous en rappelez, vous faisiez le vol du Flamand, et qui allait vous voir presque à tous les soirs. Oui, oui. Je ne sais pas comment vous répondre à ça. Quand on lit des témoignages de gens qui nous aiment et qui nous donnent une place dans la vie, c'est sûr que c'est touchant, mais comme créateur, je vais vous dire franchement que je ne suis pas arrêtée à ce que j'ai fait. Et c'est vrai quand je dis à Hélène, mon passé... il est passé pour moi. Ce qui est tellement important, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est-à-dire un nouveau spectacle. Donc, les compliments qu'on a pu faire ou les lettres et les témoignages me touchent. Mais je vais vous dire que dans le moment présent d'Astor, je suis plutôt une fille inquiète, tourmentée, qu'une fille qui est aux hommages. Parce que là, je prépare un show. Alors, je suis inquiète. Je suis plutôt rien que tu sais, je suis tellement inquiète quand je fais un nouveau spectacle que je ne pense qu'à ça et j'ai le trac et je suis... C'est pire qu'un trac, c'est ce que tous les artistes vivent et c'est de notre faute, c'est ce qu'on a voulu, bon, ben arrange-toi avec. Mais il faut le traverser, ce désert. Alors, je m'accroche aux répétitions, je m'accroche à mes amis musiciens parce que ce n'est pas les 30 années de carrière qui m'accote dans le moment. C'est le travail, la répétition et le livre, c'est sûr que je le lirai mieux quand j'aurai fait ce maudit dernier show. Ah oui, c'est... Bon. Mais Hélène dit là-dedans que, justement, vous la connaissez bien, Clémence, vous avez été sa gérante pendant plusieurs années, puis vous êtes devenus très amis et tout. Elle a l'impression, à tout coup, de partir à zéro.
toujours, mais je pense que, bon, Clémence souffre d'une grande humilité, c'est qui est une grande qualité, de toute façon, chez elle. Et je pense que c'est le propre des véritables créateurs et créatrices, c'est de jamais s'asseoir sur une quelconque réalisation passée, mais de toujours être dans le présent. D'autant plus que Clémence, je pense que le temps dans la vie de Clémence, et je le dis à un moment donné dans le bouquin, est un immense présent élastique, où passé et futur même sont là, sont présents, sont autour d'elle. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour elle de dire « j'ai fait tout ça ». C'est vrai que c'est difficile pour la personne qui l'a fait de se dire, mais j'ai fait tout ça, puis est-ce que je vais être capable d'en faire un autre? Est-ce que la rencontre avec le public va avoir lieu encore une fois? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont continuer de m'aimer? Est-ce qu'ils vont créer encore une fois cette dynamique dont j'ai tant besoin pour les rencontrer? Parce que Clémence s'est mise aussi dans un état de dépendance de par le métier qu'elle s'est choisi, qu'elle a pratiqué. Et avec ce public, c'est une rencontre à chaque soir. Si elle le fait 150 fois, c'est 150 fois à refaire, puisque le public n'est jamais le même. Et que tu me connais bien. Le public... Mais c'est vrai, alors je la comprends tout à fait. En même temps que moi, je me dis, il faut quand même faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire il faut faire des choses comme moi je viens de faire avec cette biographie-là. J'aimerais qu'on en revienne à ces témoignages-là, même si ça s'ennuie. Oh non, ça m'ennuie pas, là. Je veux pas... C'est dur pour son ego. Pas exagéré. Je pense j'aime ça, mais... Michel Tremblay, par exemple, pour revenir à lui, qui disait que, à toute fin pratique, on lui demande qui vous a le plus, dans votre vie, marqué. Alors, il répond les classiques grecs, Beckett et Clémence. Wow. Alors, on lui dit Clémence. Alors, il dit non, c'est les deux premiers, ça c'est par snobisme un peu que je les mentionne, mais c'est Clémence pour vrai. Et qui raconte qu'il a découvert finalement ce qu'il appelait la franchise presque indécente du langage, quand il était allé voir le Flamand. Mais il y en a bien d'autres qui ont dit la même chose. Si, par exemple, Hélène, vous aviez dit, Clémence est l'ancêtre de Deschamps, on dirait, bon, elle en met encore. Sauf que c'est Deschamps. Oui, elle exagère, sauf que c'est Deschamps qui le dit. Et je préférais que ce soit les gens eux-mêmes qui le disent. Parce qu'effectivement, on aurait pu dire, bon, oui, elle en profite pour rehausser Clémence aux dépens de tel ou tel. Alors que quand c'est la personne elle-même qui le dit, très franchement et très simplement, comme le dit, par exemple, Yvon Deschamps dans un témoignage, où il dit, je suis un fan, et il dit pourquoi. Il dit qu'il a appris son métier avec Clémence. Il dit même que son personnage vient d'un monologue de Clémence, dans une revue qu'il faisait avec Clémence, une des premières revues que Clémence a faites. Alors, à ce moment-là, ça a un poids extraordinaire parce que Deschamps dit lui-même que Clémence est à l'origine du monologue social au Québec. Et je pense qu'il a complètement raison, sauf qu'on l'a peu dit publiquement. C'est-à-dire que, bon, tout le monde le sait un peu dans son intimité, tout le monde le sait dans sa tête, mais je pense qu'il est temps qu'on le dise publiquement et qu'on reconnaisse à Clémence les origines de beaucoup de choses au Québec. Et je pense qu'il y a des gens qui lui doivent une fière chandelle, beaucoup de personnes. Et qui le disent, d'ailleurs. Et qui le disent, parce que Clémence a cette générosité que moi, j'ai rarement rencontrée chez des artistes, de croire dans la création des autres aussi, et de pousser la création des autres. Elle est tellement spontanée, elle est tellement encourageante que, veux pas, tu te dis, mais oui, je suis capable de le faire. Et même quand elle dessine, il y avait une journaliste qui disait dans un journal, c'est formidable parce qu'en voyant ses dessins, il y a des gens qui disent, mais je pourrais peut-être essayer aussi. Et c'est ça que Clémence provoque aussi. Et c'est pas étonnant qu'il y ait autant d'émissions sur la ménopause en ce moment. Parce que Clémence a toujours fait ça, c'est-à-dire qu'elle a mis le feu aux poudres. Et puis, tout à coup, elle s'est rendue compte que tout à coup, tout le monde parlait de ce sujet-là, avant même qu'elle ait créé son spectacle, cette fois-ci. Mais tout le monde ne parle effectivement que de ça. Mais il fallait. Elle a sorti encore une fois, elle a fait la boulamite, c'est-à-dire qu'elle a sorti des choses dont personne ne voulait parler, que personne ne voulait voir. Et puis elle, simplement, puisqu'elle le vivait, puisqu'elle le vit, bon, ben, elle se dit pourquoi j'en parlerais pas, parce que ça doit concerner d'autres personnes. Et effectivement, ça concerne tout le monde, ou beaucoup de femmes, en tout cas. Comment c'est né, ça, Clémence, un matin où vous êtes levée, vous êtes... C'est ça? Vous avez dit j'ai chaud, la ça y est. ménopause? Ouais. Bien, ça t'arrive comme ça, oui. C'est très... C'est très dérangeant. Tu dis, voyons, qu'est-ce que c'est, ces vapeurs qui m'arrivent dans le front? Et là, tu viens rouge, plus rouge que tes tomates. Parce que les tomates rugissent très lentement au Québec. Alors là, tu as chaud, puis tu sors du lit, puis tu viens, tu sais, les oreilles. Puis des fois, tu es dans un cocktail.
Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai rencontré Jeannette Bertrand, qui a écrit une dramatique sur le sujet, qui va passer incessamment, sinon bientôt. Et dont vous êtes l'héroïne. Et dont je suis l'héroïne. J'étais dans un lancement de livre, puis j'ai dit, Jeannette, as-tu vécu ça? Toi, regarde-moi dans la face, là, je suis rouge, puis déjà que j'ai un gros nez. Rouge, rouge. Puis là, je dis, regarde-moi donc. Puis là, enlève la petite veste, puis là, tu peux pas t'enlever tout ton linge quand t'es en public. Mais c'est ça que ça te porte à faire. T'arraches ton linge, tu remets ton linge. Envoie la petite veste, remets la petite veste, c'est bien nonchalant. Et puis là, j'ai dit, je veux pas vivre avec ça. Et que vous a dit Jeannette qui sait tout? On a écrit un texte. Et elle a joué, puis elle a fait des recherches, et puis elle a dramatisé la situation. Et elle dit qu'elle croit aux hormones. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Alors voilà. Moi, je les prends-tu, je les prends-tu? Je les prends-tu, je les prends-tu pas. Alors j'ai écrit... faut dire que le spectacle que je fais n'est pas une conférence sur la ménopause. On s'en doutait, Alice. J'espère. Clémence n'a jamais été douée pour les conférences. C'est un thème et dont je me suis servi pour faire le titre. Et j'en parle J'en ai construit un numéro à l'intérieur du spectacle. C'est une démonstration des ménopausés qui descendent dans la rue, mais je suis toute seule parce que la cause n'est pas assez noble. Les filles ont peur de ne pas pogner s'ils sont là. Alors, je me retrouve seule dans la nuit avec une pancarte, mais j'ai quand même mon droit. Je suis en règle, même si je les ai plus. Et... Hélène Pedneau raconte de vous dans son livre que vous êtes une sorte de sœur Lévesque du monologue parce que vous vous promenez avec une valise à double fond. Lesquelles? Les sœurs à valise. Ouais, votre valise n'est pas parce qu'il y a rouge. les autres sœurs Lévesque aussi sont très célèbres. Francine... Mais elle ne se promène pas avec des valises à double mais fond. c'est quoi la valise, là? La valise à double fond. Oui. Tes Et la textes, il y a valise. toujours un double fond au fond de tes Parce textes. que- C'est-à-dire que c'est jamais... Il y a la Apparemment, surface on et il y a rit, le mais il y a dessus. toujours derrière un fond de réflexion très difficile. Je présume que la ménopause, ça vous intéresse non seulement parce que vous la vivez, mais parce qu'il y a là-dedans, je présume, toute la réflexion que vous portez sur la femme. Je crois que c'est dramatique et que c'est dramatique d'avoir à vieillir, et que tout le monde déteste ça et que quand ça nous arrive, la façon de survivre à ce qui nous vraiment nous c'est pas très drôle d'avoir à vieillir puis d'avoir ces chaleurs et tout ça puis de se voir la face qui se rallonge et tout et des plis et le corps qui commence à ramollir. Tu dis hey, c'est bien trop tôt. Il me semble que je viens juste de venir au monde. Alors ma seule façon de survivre à ça, c'est par l'humour. Et comme je sais que toutes les femmes de la Terre ont passé par là. Alors, j'aime bien mieux qu'on en rit, qu'on devienne dramatique et qu'on fasse suer tout notre entourage, parce qu'il paraît que c'est le propre de la ménopausée. Elle devient achalante et elle a Non des seulement elle humeurs. sue, mais elle fait suer. Oui. Alors, je trouve que si on est capable d'en rire, on a un recul. On a un recul... Mais tu as fait ça tout le vis-à-vis temps, de ça. toute Oui, façon, avec la oui. mort, avec L'eczéma. plein de choses, avec l'eczéma. L'angoisse, L'angoisse. la peur de l'avion. Oui. Je nomme, mais T'exorcises. c'est pas moi qui ai trouvé ça. C'est que quand tu donnes une forme à ce que tu crains, tu le crains moins. C'est nommé, c'est là. Et en t'échappes. plus que moi, j'ai cette thérapie du spectacle, que je me radote ça tous les soirs. Alors, quand ça fait 100 fois que je dis à tous les soirs au public que j'ai peur de mourir ou que j'ai le CAN, CER, me semble que j'ai une bosse que j'avais fait, là, eh bien, avec le temps, cette peur s'use. J'ai moins peur en avion et je n'ai pas payé de psychiatre et j'ai même été payée pour faire des... Pour faire ta thérapie en public, à part de Oui. ça. C'est bien C'est sûr... très particulier, ça. Je pense que tu es vraiment la seule artiste qui fait ça comme ça, qui pratique ça Il y a comme beaucoup ça. d'écrivains qui le font, Hélène. Oui, dans les livres. Tous les écrivains. Mais sur Alors, comme je scène, suis une sur fille scène. qui écrit, Ouais. seulement, moi, je suis un livre sonore. Quelqu'un m'a déjà demandé pourquoi tu es obligé de, si tu écris, pourquoi tu ne fais pas que l'écrire. Non, il faut le contact avec la foule. Autrement, la solitude de l'écrivain me tue. Je Bien suis pas que- une vraie écrivain, là, tu sais. Mais d'une certaine façon, ça vous intéresse aussi. Je me souviens d'avoir lu quelque part, vous parliez de votre mère et vous disiez, c'est drôle, j'ai peu de souvenirs d'elle. Notre mère était comme pas là. Et un jour, je m'assoirai et j'écrirai sur elle. Oui. Non pas pour donner un spectacle, mais pour... Oui, oui. Je présumais que vous vouliez dire par là que ça demandait une telle réflexion, une telle intimité. C'est pas, il faut pas dire que ma mère n'était pas là. Ma mère est très, très présente. Ma mère est un amour. Je peux faire plus de littérature que de la décrire physiquement, que de parler d'elle. Elle, Rosalma Brault, je la connais pas tellement. Je sais que je peux faire des mots sur mon amour pour elle.
mon amitié, qu'elle est devenue mon enfant à la fin de sa vie. Mais d'elle, qu'est-ce qu'elle était adolescente, où est-ce qu'elle a vécu, elle avait un cheval. Il faudrait que je fasse comme Hélène des recherches laborieusement, aller voir où elle est née, retrouver des lettres et reparler d'elle avec mes sœurs, avec mes frères, et là, faire une œuvre littéraire comme je ne fais pas quand je parle à un public. Parce que quand je parle à un public, j'ai... mille et une oreilles. J'ai un beau-frère, ça l'ennuie, qu'est-ce que je peux raconter? Donc, il faut que je fasse, comment je dirais, Hélène, l'unanimité. Ben, il faut... oui, exactement, tu as eu une petite opération. Oui, c'est ça. Ben, tu essaies de faire l'unanimité, c'est-à-dire que tu essaies que chacune se reconnaisse dans ce que tu fais. Oui. Donc, forcément, tes mille et une oreilles font que la tienne d'oreille est un petit peu mise de côté parce que c'est pour eux que tu... Et j'ai l'obsession d'ennuyer. Oui, ça. Parce que c'est quand même un spectacle. Alors, je suis de l'école, moi, de Jacques Normand. On était sur scène, seul avec un micro, et on parlait avec des gens. C'est mon école de spectacle. Donc, lui, c'était toujours un gag, et il fallait pas ennuyer. Dès qu'on sentait que les gens s'ennuyaient, il faut trouver quelque chose, il faut raccrocher, il faut aller les chercher, il faut toujours les tenir avec soi. C'est cette école-là, l'école du cabaret. L'école du cabaret, c'est la plus difficile. C'est dur. Alors, c'est Jacques Normand qui vous avait trouvé, je crois. Oui. Autrement, les gens se remettaient à boire et puis on perdait le contrôle. Est-ce que j'aimerais ça que vous en parliez davantage de ça, de Jacques Normand? Oui, de tout ce moment-là de votre vie. Vois-tu, Jacques Normand aussi, c'est un homme qui, au Québec, est, à mon avis, très important, mais on oublie vite les gens, et c'est probablement, c'est la vie, c'est normal, mais moi, je trouve que Jacques Normand est un homme sur qui on devrait sérieusement écrire. Parce qu'il a été très important, lui, dans la présence du rire au Québec. Et lui, c'était la façon française. Et l'ouverture sur le monde. Il est arrivé ici, puis il a ouvert des boîtes, puis il a mêlé toutes sortes d'artistes différents. Déjà, il faisait venir des gens de France. Alors, il a été très important. Après ça, il a arrêté, cette formule-là a passé, mais dans le cycle du comique, il est très important. Beaucoup de choses. Très important. Vous souvenez-vous de... Et très intelligent. Ce que vous faisiez à l'époque, est-ce que vous en rappelez encore? Bien, moi, la première fois que je suis passée avec lui, j'avais un monologue. C'était mon entrée à Radio-Canada, ou ce que toute jeune débutante devrait savoir. Ce qu'elle devait savoir, c'est que vous deviez hanter les corridors et ouvrir les portes et dire... Hey! Oui. On frappait, on faisait du porte-à-porte. On disait, je m'appelle Clémence Desrochers, j'ai beaucoup de talent, j'ai fait mon conservatoire, j'ai eu aucun succès, mais je suis bonne pareil, croyez-moi. Croyez-moi sur parole. Il disait, nous vous rappellerons. Mais il vous a oui, mon gag, c'est j'ai l'appel. Oui, nous vous rappellerons. Vous vous rappelez, j'aimerais ça qu'on retourne peut-être à votre petite enfance. Je vous rappelais visuellement plus d'Alfred. Oui. Bien, il était visuellement beaucoup plus facile à voir. D'abord, il avait une grande barbe et il prenait beaucoup de place dans une maison. Il était aussi présent par ses absences que par ses présences. J'entends par là qu'il était souvent parti, qu'il prenait beaucoup de bière, il aimait beaucoup la bière, il prenait un coup. Et donc, je n'ai pas connu un père qui m'a pris par la main et qui m'a fait prendre des promenades et qui nous a raconté des histoires. Mais il ne faut pas que je dise ça. C'est que je suis arrivée dans la vie de mon père dans la deuxième... il a eu 6 enfants. Vous étiez la 5e, la dernière fille. L'avant-dernière. Donc, mon père avait décroché. Mais les aînés chez moi ont connu un père très religieux, très sobre, très sévère, très présent. Mes frères, ma sœur et mon frère n'ont pas connu le même père que moi. Alors moi, quand je suis arrivée, il avait déjà été très déçu par sa vie d'écrivain. Des antécédents que j'étais trop jeune pour comprendre. Ils ont perdu un jeune enfant, il s'est noyé à 6 ans. Alors mon père avait commencé à boire quand j'ai commencé à vivre, à être présente à ses yeux. Et donc, j'ai été beaucoup inquiète par lui parce que souvent, il n'était pas là, puis il prenait un coup, puis il était tellement différent des pères du voisinage.
C'était sur la rue, c'était sur la la rue rue, des familles de 6 enfants. Pacifique, la rue Pacifique. Et il y avait tout un plein de joli nom. familles avec 6 enfants. Toutes des 6 enfants. Je sais pas pourquoi. C'était à quelques pas de Dominion Textile. Il y a une compagnie qui faisait qui s'appelait quoi, donc Fashion, qui avait un nom De très marrant. Home of Orient. Ben voilà, et on faisait des bas. C'est marqué très, très gros en haut, de Home of Orient. Et on faisait des bas de soie. Ma chambre donnait sur la manufacture et toute la journée, on voyait des hommes, des ouvriers qui flattaient des jambes de femmes comme ça. C'était le bas de nylon. Tu sais, ils mettaient le bas de nylon puis ils le flattaient comme ça. Je me rappelle très bien du geste, puis jusqu'au bout comme ça. Puis ils recommençaient toute la journée comme ça. Ils faisaient sécher des bas de nylon. Ça, vous avez eu une enfance, Hélène... Ce qui a donné la vie de Factory. Exactement. La plus belle chanson de Clémence, peut-être. Enfin, une chanson très importante, en tout cas, même sur le plan de toute la chanson québécoise. Qui est une chanson qui a fait des petits, si on pense à celle... Beaucoup de petits. Vous en citez une, entre autres. Celle de Michel Beau Dommage, Rivard, Le passager de l'heure de voilà. pointe, le texte a été fait par Pierre Huet. Et en fait, c'est un genre d'hommage à Clémence. Je l'ai mis, cet exemple-là, dans le livre, non pas pour reprocher à Pierre Huet ou Michel Rivard d'avoir été trop proches de Clémence, mais au contraire... Pour montrer qu'ils avaient été très, très proches et influencés, et bravo. Parce qu'au moins, les racines ont servi à quelque chose dans ce cas-là. Et je pense que même sur le plan de la chanson sociale, non seulement du monologue, parce que des monologuistes, il n'y en a pas tant que ça, mais sur le plan de la chanson sociale, il y a beaucoup de gens qui ont suivi les traces de Clémence, parce que Clémence, en parlant d'elle, parle de tout le monde, parle d'une société, parle de ce qui la dérange, et donc, quand elle voyait passer, par exemple, les Demoiselles Célestes, chez elle, bon, il y avait quelque chose qui se passait, une émotion qui passait de voir ces 2 vieilles filles qui passaient pour aller travailler à la factorie de coton. Et donc, elle en a rendu compte de ça, à chaque fois de ce qu'elle voyait. C'est pour ça que je dis que Clémence a été un petit peu une chroniqueuse de la vie quotidienne des Québécois. Hélène dit, Clémence, dans son livre sur vous, qui va paraître, j'espère, sans coupure, printemps, oui. parce que je trouve qu'il faudrait garder tout ça, dit que ce qui vous a marqué le plus de la part de votre père, c'est peut-être la délinquance, justement. Oui. C'est que ce que vous l'aimiez parce qu'il était délinquant. Exactement. Dans le fond, l'enfance que j'ai eue, je l'aime. J'en ai parlé beaucoup, beaucoup. Cet homme-là, je l'aime profondément. Et qu'il a été ce qu'il a été, je l'aime. C'était son problème à lui, ses problèmes. Mais il avait des qualités tellement fortes de présence humaine que d'être capable de nous apprendre à aimer la littérature, de réciter à tue-tête des vers de Victor Hugo en prenant un verre. Il n'était pas triste, au contraire, il s'animait et il nous chantait des chansons de folklore. Il y avait un répertoire. C'était un homme très, très vivant. Il y avait un fond de désespoir, puis il y avait un fond d'amoureux de la vie. Vraiment aussi fort l'un que l'autre, un côté que l'autre. Qui, j'ai l'impression, marque tout ce que vous faites. Il y a toujours derrière je pense ce que que j'y vous faites. ressens beaucoup, dans ses défauts aussi, tout. Son nez. T'as hérité de lui, t'as hérité l'écriture aussi. Mais quand tu dis ça, le fond de désespoir et d'amour inconditionnel de la vie, c'est ça aussi. On est des excessifs. Ben oui. Vous viviez dans ce qu'on devine être une grande liberté enfantine jusqu'à ce que vous alliez, pauvre vous en êtes jamais revenu, d'ailleurs, à l'école. Ça a été bien effrayant. C'est qu'on vivait dans 2 mondes. Un monde de très grande liberté chez nous, avec ma mère, mon père, et puis après ça, la contrainte des sœurs qui voulaient qu'on fasse ci, puis que les cloches sonnaient, puis qu'on avait de telle heure à telle heure, on faisait telle affaire, puis on arrêtait, puis on se mettait à genoux, puis on se relevait, puis on faisait des simagrées, puis puis on arrêtait à 4h moins quart, puis tout était réglé au son de la clochette et du claquoir. Et ça c'est le running gag de ma vie. J'en faisais de l'eczéma, j'en ai fait des clous, j'ai tout fait. Mon corps protestait énergiquement contre cette forme de vie. Vous aviez 2 choses que vous aimiez à l'école, c'était la récréation et la composition française. J'en ai fait un métier. Exactement. Mais quand vous avez écrit pour la première fois pour Sœur une telle, ça avait l'air de quoi? Vous en souvenez? Vos premières parodies? Les toutes premières, tu veux dire, quand je me moquais? À l'école. Quand vous avez écrit pour la première fois une composition française et qu'on vous a dit « Tiens, Clémence, pour une fois, t'es bonne. T'es pourrie en mathématiques, Je mais t'es me bonne. » rappellerai pas la première fois, mais je me rappelle d'un climat général de satisfaction quand arrivait l'heure
de l'écriture, de la composition française, et que quand c'était très bien réussi, on la lisait devant. Et là, c'était tellement contente parce que c'était la seule place où j'avais une petite étoile qui brillait. Toutes les autres matières, j'étais très, très ordinaire, perdue dans la foule. Alors, ça, c'était mon heure de gloire. Alors, mais ça me donnait un rôle effrayant parce qu'il y a des fins de semaine que je négligeais puis que je faisais pas ma composition. Oh, quel poids j'avais parce que je disais, je vais décevoir, tu vois, déjà. Tu vois déjà. Le lendemain, ma composition ne sera pas bonne. Alors, on me disait, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pas bien travaillé. Alors là, j'étais tellement déçue de moi-même. Vous êtes devenue institutrice, ce qui surprend ceux qui, comme moi, ne le savaient pas. Vous avez enseigné Ah, vous pendant saviez un pas? siècle, une année scolaire et plusieurs jours à Saint-Pascal-Bellon. Exactement. Un siècle et demi. Ça s'est passé comme Mais j'ai eu un beau témoignage d'un élève que j'ai revu il n'y a pas très longtemps. Il était en deuxième année, puis il y avait beaucoup de difficultés à l'école. Mais il dit, moi, là, quand j'étais dans votre classe, il dit, je ne savais pas que je n'étais pas bon à l'école. Donc, c'est sympathique, j'adore ça. Tu vois comment ça prouve ce que j'ai dit tantôt. Très encourageant. Je l'ai appris après, là, il dit. Ça, à la même époque, vous essayez d'entrer au conservatoire. Hélène, dans son livre, cite des lettres que vous écriviez à Jean Douat qui sont absolument marrantes. Oh, oui. C'est très, très touchant. C'est que la première année, bon, je lui écris pour être acceptée. Je passe l'audition. Je suis acceptée. À la fin de la première année, ils ne savent absolument pas quoi faire de moi. Je suis un cas parce que il voit bien que j'aime ça, que je suis faite pour une forme. Mais lui, Jean Douat, qui vient de France, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec Clémence Desrochers, qui a un accent, qui joue Molière, qui joue des classiques, que tout le monde rit d'elle parce que ça n'a pas de bon sens. Alors, il me dit, on va vous prendre la deuxième année, mais sous condition. Alors, ils m'ont fait écrire cette lettre où je promets que je vais faire tout mon possible pour bien travailler. Ils m'ont accepté la deuxième année. Et il y a une lettre aussi, j'ai eu l'air de lui emprunter de l'argent parce qu'on était très, très pauvres. J'avais décidé, j'avais enseigné cette éternité d'un an et demi, là, puis j'avais décidé de lâcher ça puis d'aller au conservatoire. Alors là, j'avais plus d'argent, mes parents non plus, tout ça, on était tombés dans la dèche complète. Alors, je vivais avec 25 cents par jour pour aller au conservatoire. Puis il y avait Diane qui travaille ici à Radio-Canada, la Voix FM. Diane Giguère. Et elle n'avait pas de lunch. Alors moi, je faisais un beau lunch. Maman me préparait un bon lunch. Fait que quand j'avais le goût d'aller au restaurant, je lui vendais mon lunch. Elle me donnait de l'argent. Je pas compter ça. Tu rajouteras chapitre. Oui. Et là, tout à coup, quand dans votre carrière, vous êtes-vous rendu compte que vous pourriez non seulement y prendre le plaisir que vous saviez déjà, mais vous pourriez en vivre? C'est avec le Jacques public, Normand. ouais, avec la rencontre du public avec Jacques Normand. J'appelle ça une naissance. C'est un des grands soirs de ma vie. On répétait l'après-midi, on était dans une salle, mais je n'avais pas répété, moi. Il y avait tellement de monde sur ce spectacle-là qu'il y avait beaucoup de musique, il y avait les Compagnons de la rue et tout, un groupe de chanteurs. Je pense qu'on était 9. Il y avait Pauline Julien, Jacques Desrosiers. Alors, tout le monde répétait, mais moi, comme je n'avais pas de musique, ça, c'est un bruit qui vient Des musiciens. des musiciens qui ont hâte de jouer. Ils sont après réchauffer la guitare et que vous allez avoir le bonheur de m'entendre chanter bientôt. Êtes-vous content? Ben tiens, c'est une présentation oubliez ce qu'on disait, là. C'est une extraordinaire présentation. Oui. Clémence, vous allez chanter Le Lac en septembre. Faites-nous donc l'histoire de cette chanson-là et des autres et de ce groupe de musiciens que vous avez amené avec vous. Oui, ce sont d'abord les musiciens avec qui je travaille depuis très longtemps. Denis Larochelle et Marc Larochelle sont ceux qui écrivent la musique. Ce qu'on va entendre aujourd'hui, Le Lac en septembre, c'est la musique de Marc Larochelle. Et l'arrangement est de Denis et de tout le monde. Et alors, l'histoire du Lac en septembre, c'est que vous vous rappelez l'été 88, comme ça a été beau? Oui. Vous rappelez-vous? Oui. Étiez-vous au bord du lac des fois? Hélas, non. Oh, Hélène, c'était tellement beau. Ça a été un été J'allais en Gaspésie. exceptionnel. Hein? C'était Été exceptionnel. 88. Alors, j'ai dit, il faut que j'écrive été 88, il faut qu'on marque ça dans l'almanach du peuple. C'est tellement étonnant. Et en plus, je l'ai passé comme si j'étais dans une colonie de vacances, c'est-à-dire chez moi. Il y avait toutes sortes de jeunes enfants venus de France, les enfants de Miu Miu, qui est devenue ma grande amie, puis de France Gall, que j'ai connue par Luc Plamondon, pour ne rien vous cacher, qui a une maison à côté
côté de chez nous. Fin de la parenthèse. Alors là, j'ai passé l'été avec des jeunes enfants et quand je suis avec eux, j'ai vraiment pas... J'ai leur âge. J'ai du plaisir, je me force pas. Je plonge chercher la roche, je fais des jeux, j'en invente. Alors, on a passé l'été à jouer et à avoir vraiment tellement de plaisir à faire des pique-niques, des feux, tu sais, des feux de grève, comme quand on était enfant. Et tout à coup, tout ce monde-là est parti. Et là, je suis tombée vraiment comme je le dis dans le texte, comme une enfant en pénitence, toute seule dans la chambre en haut. Je me suis mis à penser à elle et j'ai écrit « Le lac en septembre que je vais aller vous interpréter de ce pas ». Presque sur le champ, pendant que je continue à placoter avec Hélène. La caméra s'en va vers vous. Voilà. Je me dirige vers mes musiciens. Causez entre vous. Les chansons que fait Clémence, très souvent, sont comme une sorte de contrepoint dans ses spectacles. Il y a ces moments de grande tendresse suivis de moments de grand rire, etc. Les chansons, bon, premièrement, il faut parler de l'écriture de ces chansons-là, parce que je pense qu'il y a peu de gens au Québec qui écrivent des chansons comme elle. C'est vraiment une écrivaine de chansons, parce que c'est très particulier, ce métier-là. Une chanson, c'est pas un roman, c'est pas une nouvelle, c'est une chanson. Il faut que quelque chose vive en 3 minutes. Et c'est du très grand art. Et ça, vous en savez quelque chose, vous en avez fait vous-même. Oui, je peine et j'admire Clémence pour ça, cette espèce de concision, cette économie de moyens qui dit tout et qui fait vivre un monde en 3 minutes. Je pense que Clémence possède cet art-là au maximum. Mais effectivement, ce sont souvent des contrepoints. Il y a bien sûr des chansons très drôles de Clémence. Je pense à Mon horaire, je pense à La robe de soie, qui est un de ses grands classiques. Mais je pense que Clémence a besoin, elle aussi, d'oasis dans son spectacle. Elle a besoin, elle, parce qu'elle contient les deux, elle est toujours double. Autant elle a besoin d'entendre éclater de rire une salle, autant elle a besoin d'entendre vibrer une salle à un autre niveau, parce qu'elle a besoin des deux. Donc, elle essaie de faire partager ça. Et moi, j'avoue que j'ai toujours autant aimé Clémence comme chanteuse que comme monologuiste, ce qui n'est pas partagé par tout le monde, je le sais. Clémence fait beaucoup de gags là-dessus. Et puis, mais je pense qu'elle a eu raison de persister parce que quand elle chante, il y a qu'elle qui peut chanter comme ça.